Aujourd'hui, on va s'intéresser à la journée, à la semaine, qui vous attend lorsque vous allez arriver dans le golf. Alors, encore une fois, l'objectif de cette série de vidéos et de cette chaîne, c'est pas de vous présenter, Dubaï, le Qatar, l'Arabie Saoudite d'un point de vue idyllique, d'un point de vue fantasmagorique. C'est d'essayer de vous présenter, l'installation, l'expatriation professionnelle, parce que moi je parle d'expatriation professionnelle, et non pas juste de hijra dans le golf, d'un point de vue réaliste et du point de vue vraiment d'un manager ou de quelqu'un qui occuperait, un poste de médecin, de chef de service, d'ingénieur ou de chef de projet dans l'un de ces pays. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à toutes les difficultés, tous les challenges, tous les pièges qui vous attendent lors de votre première semaine. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes avec moi? Si oui, c'est maintenant dans cette vidéo. Ah, j'aimerais juste ajouter une chose, ceux qui sont intéressés ou qui ont en tête un projet d'expatriation dans un pays du Golfe, à faire le test pour savoir si votre profil correspond bien au profil recherché dans ces pays. Allez, on va commencer, c'est parti, let's go. Tout d'abord, il faut que tu comprennes. Tu viens d'arriver dans ton entreprise, tu es entre guillemets le nouvel expat, le nouveau français. Tu vas comprendre que certains n'ont pas vraiment compris que tu es français parce que tu t'appelles Mehdi et pour certains, ça ne correspond pas à leur logiciel et tout le monde va t'observer. En tout cas, dans les premiers temps, les premières semaines, tout le monde va t'observer, les yeux vont être sur toi et aussi les oreilles. Donc fais bien attention à ce que tu dis, mais on va voir ça. Et du coup, la première semaine, elle est hyper importante. C'est entre guillemets un crash test. Et tu vas pas avoir 36 000 chances. Il faut vraiment qu'au début, tu installes ton autorité, tu installes entre guillemets ton personnage. Tu sais bien que quand on est dans le domaine de l'entreprise, surtout au début, on est dans une posture. On se construit ce qu'on appelle sur Internet le personal branding. Mais c'est la même chose dans une entreprise. Il faut bien faire la différence entre qui tu es vraiment et qui tu dois, et la personne que tu es dans le domaine de l'entreprise. Tu peux pas te permettre au nom d'une autre certaine authenticité, au nom de ouais, moi je suis quelqu'un de franc, je suis quelqu'un d'authentique, de dire tout ce que tu as sur le corps, tout ce que tu as sur le cœur. Tu peux pas dire tout ce qui te passe par la tête. Les gens trop gentils, surtout quand on arrive à un certain niveau en termes de direction, de management de projet, les gens trop gentils en général se font marcher sur les pieds. Donc au départ, il faut que tu comprennes que tu n'es pas là pour être le gars gentil. Tu es là pour être le gars professionnel. Tu es là pour être le gars qui va résoudre le problème de l'entreprise parce que l'entreprise, elle t'a recruté par rapport à un besoin, par rapport à un problème qu'elle a. Donc ça, c'est vraiment important. Et aussi, ce qui est vraiment important, c'est que stratégiquement, tu n'ouvres pas ton cœur à n'importe qui. Stratégiquement, tu ne montres pas aux autres qui tu es vraiment. Tu n'es pas là pour te faire aimer. Tu es là au départ, en tout cas, pour imposer le respect, pour imposer ta crédibilité. D'accord? C'est vraiment ça qui va se jouer les premières semaines. Alors, sur qui tu peux t'appuyer au début? Tu débarques dans une boîte, tu connais personne et tu vas t'apercevoir que quand tu occupes une position de directeur, par exemple de directeur d'hôtel ou de directeur adjoint ou de chef de projet ou de directeur de projet, tu vas t'apercevoir qu'il y a plein de gens qui vont vouloir être tes courtisans. Tu vas t'apercevoir qu'il y a plein de gens qui vont tourner autour de toi comme des abeilles autour d'un pot de miel. La question, c'est de savoir qui sont parmi ces gens, les gens qui sont sincères. Lesquels parmi ces gens sont véritablement des gens qui peuvent devenir des alliés. Et lesquels parmi ces personnes sont en réalité de véritables ennemis ou des personnes réellement toxiques ou des manipulateurs ou des hypocrites ou en tout cas des personnes qui ne te veulent pas du bien. Et ça, il faut que tu comprennes que dans le domaine de l'entreprise, il n'y en aura pas beaucoup. Il n'y en aura pas beaucoup. Mais il n'y a pas besoin qu'il y en ait beaucoup. Il y a besoin que tu laisses rentrer dans ton cercle des personnes qui jouent en réalité un double jeu depuis le départ et qui n'ont en vérité qu'un plan, c'est de t'abattre. Et si tu fais cette erreur par naïveté, par gentillesse, parce que tu veux être apprécié, et que tu penses que quand tu débarques dans une entreprise, il faut que tu sois pote avec tout le monde, il faut que tu sois aimé de tout le monde, il faut que tu te fasses aimer quelque part, tu viens d'arriver. Ben, si tu fais ça, en réalité, c'est que tu n'as rien compris. C'est qu'en tout cas, tu n'as rien compris au management et c'est que tu n'as rien compris au leadership. Le leader, il n'est pas là pour se faire aimer. Le leader, il n'est pas là, c'est pas une question, quand on est leader, c'est pas une question de popularité. Alors, ton premier allié et ton seul allié au départ, il faut que tu le comprennes ça.
C'est pas les gens les plus souriants, c'est pas les gens qui proposent de t'inviter le soir au restaurant. C'est pas les gens qui vont te faire, qui vont entre guillemets «te faire la cour». Ton seul allié, et tu en as qu'un seul, c'est la personne qui t'a recruté. Il faut vraiment qu'au départ, tu te dises ça. Et ça va durer pendant une certaine période. Ce que moi, j'appelle la période d'observation. Donc, ton boss, c'est lui qui t'a recruté. Lui, quelque part, il a joué sa réputation. Lui, quelque part, il a choisi. Et s'il a choisi quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui n'est pas compétent, ça veut dire que lui, quelque part, il n'est pas compétent. Parce que son propre boss, parce que vous savez, dans une entreprise, c'est un système pyramidal, bah, son propre boss peut lui dire: «Mais qu'est-ce que tu as recruté comme zigoto ou comme incompétent? Regarde, le mec, il fait n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as fait, en fait? Est-ce que tu le connais? Ça vient d'où? Pourquoi tu l'as recruté?» Donc, lui, son intérêt, et c'est peut-être le seul dans l'entreprise qui a cet intérêt-là, son intérêt, c'est que tu réussisses. Alors après, tu peux avoir d'autres alliés, mais les autres alliés que tu vas peut-être avoir, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec toi. Par exemple, toi, tu travailles dans les opérations, ou toi, tu travailles en tant que directeur d'hôtel. Bah, ton allié, c'est pas forcément dans l'hôtel que tu vas les trouver, c'est peut-être le directeur d'un hôtel à côté. Une fois que tu auras bien cartographié ton entreprise, une fois que tu auras bien analysé, tu n'auras pas parlé, tu te seras bien tu pour ouvrir grand tes oreilles et ouvrir grand tes yeux, tu commenceras à identifier les jeux de pouvoir et tu commenceras à identifier qui sont les gens sincères et qui sont les hypocrites. Quand tu vas parler à ton boss, et c'est super important, tu dois faire comme un consultant. Tu sais, un consultant, quand il arrive dans une entreprise, s'il y a parmi vous qui sont déjà consultants et qui ont déjà de l'expérience, ils savent qu'est-ce que c'est. Quand on rencontre le client la première fois, on va lui poser un certain nombre de questions. Notre objectif à nous, c'est de faire preuve d'empathie, c'est d'essayer de comprendre quelle est la souffrance du client, quels sont les besoins du client, quels sont les problèmes du client. Ben, c'est la même chose avec ton boss. Tu dois essayer de comprendre c'est quoi ses douleurs, c'est quoi ses problèmes critiques, pourquoi est-ce qu'il a besoin de toi. Parce que vous avez discuté pendant un entretien, mais pendant 1 heure. C'est pas suffisant pour comprendre exactement quelle est la situation aujourd'hui sur le terrain. Si tu arrives en Arabie Saoudite ou au Qatar ou aux Émirats, c'est quoi le problème sur le terrain? Si tu es là, c'est qu'il y a un problème. Donc, bien comprendre quels sont, lui, ses indicateurs de réussite. Parce que toi, ton boulot à toi, c'est de faire que lui, à la fin, il ait son bonus quelque part. C'est de faire que lui, il achève sa mission. Lui, il va t'aider parce qu'il t'a recruté et toi, tu dois l'aider à réussir. C'est un petit peu donnant-donnant. Et tu dois essayer de comprendre quelles sont les erreurs à éviter. Et tu dois essayer de comprendre qu'il va te donner une cartographie des personnes qui peuvent t'aider, des personnes ressources, en fonction de son propre réseau. Et c'est intéressant, c'est parce que toi, si tu arrives à mettre ton boss dans ta poche, si tu arrives à bien t'entendre avec lui et à créer une relation de confiance en lui expliquant, en lui faisant comprendre que toi, tu es là pour l'aider, en lui faisant comprendre que toi, tu vas résoudre ses problèmes et que tu es compétent pour ça, eh bien, lui, ça va le rassurer. Et c'est super important, c'est d'abord de le rassurer, de lui montrer qu'il ne s'est pas planté dans le recrutement et que tu es la personne qu'il faut. Et plus tu vas le rassurer, plus il va t'aider. Parce qu'il va se dire, lui, il va vraiment me débloquer ma situation, donc il faut vraiment que je lui mette tous les moyens que j'ai à ma disposition pour pouvoir l'aider. Donc, voilà, c'est ça un petit peu le premier conseil. Maintenant, deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est que tu dois être un petit peu la personne insaisissable. Tout le monde va vouloir te cerner. Tout le monde va vouloir te faire parler. En réalité, la bonne stratégie du leader, c'est d'accepter poliment les invitations, mais de garder une certaine distance, de rester discret, de parler le moins possible. Tu n'es pas là pour faire un concours de est-ce que je suis quelqu'un de sociable ou pas. Tu n'es pas là pour être sociable. Toi, tu es le gars compétent, tu es l'expert qui arrive de France ou de Belgique ou du Canada, je ne sais pas, ou d'Algérie ou du Maroc, si tu me regardes et tu es algérien, marocain ou tunisien, et tu es l'expert qui a été recruté pour résoudre un problème, pour être performant d'une certaine manière. Et donc, ferme bien ta bouche, ouvre bien grand tes oreilles et ne laisse pas les gens te faire parler. Eux vont vouloir, surtout dans le monde arabe, les Égyptiens, ils sont très forts pour ça. Les Indiens, ils sont très forts pour ça. Les Pakistanais, ils sont très forts pour ça dans le domaine de la politique. Eux, ils vont vraiment vouloir te faire parler. Ils vont te poser plein de questions. Ils vont essayer de te mettre à l'aise. Ils vont rire avec toi. Les Libanais aussi sont très forts pour ça. Toi, sois plus malin qu'eux. Garde tes distances, ne parle pas.
Réponds de manière lacunaire. Laisse peser le doute. Laisse peser le mystère. Plus tu vas parler, plus tu risques de faire des erreurs, plus tu risques de leur donner des cartouches pour après pouvoir te poignarder dans le dos. Ne parle pas, ne dis rien, ou en tout cas le strict minimum. Par contre, tu n'es pas là aussi pour faire un show-off et pour leur montrer à quel point tu es compétent. Tu n'en as rien à faire d'eux. La seule personne à qui tu dois montrer que tu es compétent, c'est ton boss, et tu ne vas pas le faire en parlant, tu vas le faire par des actions. Troisième conseil, au Qatar, pendant la Coupe du Monde, la préparation de la Coupe du Monde 2022, donc on était sur un méga projet. Moi, mon job, c'était d'ouvrir des propriétés. Le Qatar, Doha, n'avait pas assez d'hôtels, d'accord, pour accueillir les millions de visiteurs qui allaient venir. Donc, il fallait transformer des buildings ou des gigantesques campagnes avec parfois 500 villas. Il fallait transformer ça en hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles. Donc moi, j'ai ouvert une quarantaine de propriétés et j'ai opéré 25 propriétés sur un total à peu près de 2400 et des poussières, 2400 chambres. Il faut savoir qu'un hôtel, un gros hôtel en France, c'est autour de 200 chambres. Et après, j'ai opéré l'équivalent d'une dizaine d'hôtels. C'est ce qu'on appelle un méga projet. On n'est pas dans un projet, une ouverture d'hôtel ou d'un Sofitel comme quand j'étais au Bénin, à Cotonou. On est dans un méga projet. C'est un truc vraiment incroyable. Il faudra qu'un jour, je vous en parle plus à fond. Tu arrives dans un environnement nouveau, dans une entreprise nouvelle, face à des personnes que tu ne connais pas. Tu peux pas te permettre d'être approximatif. Tu peux pas te permettre d'être en roue libre. Tu peux pas te permettre d'hésiter quand on te pose une question et tu réponds à peu près. Sache que des fois, ton boss va te poser des questions, en vérité, il connaît la réponse. Il veut juste te tester. Et ça va arriver souvent le premier mois. Donc, erreur de débutant, mais j'ai vite compris. Mais arrivé une fois, la première réunion, j'étais pas prêt. Je pensais qu'il allait juste me demander de me présenter. Tac, il m'a posé des questions. Voilà, tu ferais comment? Ça, on est où? C'est quoi le budget? Et j'étais pas prêt. Et ça, c'est un gros problème. Donc, toi, à chaque réunion, pendant la première année, tu vas prendre à chaque fois une demi-heure, à la fin de la journée, la veille, pour préparer à fond ta réunion avec des chiffres. D'accord? Il faut vraiment que tu aies des chiffres à chaque fois. Il ne faut pas parler dans le vide. D'accord? Donc, tu as préparé ton petit texte d'une dizaine de lignes où tu es capable d'apporter, par exemple, 3 chiffres, 3 objectifs du lendemain, les choses qui sont attendues. D'accord? Et ton intervention, elle doit être relativement courte. Il faut bien que tu la travailles avec des mots qui sont précis, parce que peut-être que tu ne maîtrises pas l'anglais. Peut-être que toi, tu arrives de France, peut-être que tu n'as jamais travaillé dans le golf et ton anglais il est approximatif. Tu as réussi, si tu as suivi ma formation, à faire illusion pour être recruté. Mais peut-être qu'en vérité, ton niveau il est moyen. Comme moi, mon niveau il était moyen quand je suis arrivé la première fois en Arabie Saoudite, j'ai été recruté. Les gens, ils pensaient que je parlais bien l'anglais. En vérité, je ne parlais pas bien l'anglais. J'avais juste travaillé méthodiquement pour cacher le fait que j'étais mauvais en anglais. Après, j'ai appris par la suite. Donc ça, tu dois la travailler en anglais, ta présentation, à chaque fois. Je sais que c'est long, mais tu dois le faire à chaque fois. Et à chaque fois, avoir des chiffres et des objectifs précis. D'accord? Par exemple, tu vas dire, voilà, on en est à 62% du projet, on a gagné 3 jours sur le planning initial, on a des problèmes à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau, on a un souci avec des coupures d'électricité, ou on a un problème d'approvisionnement d'eau, ou alors le bâtiment 21, il n'est pas raccordé au réseau d'évacuation des eaux de la ville. Donc, j'ai approché l'administration, j'ai rencontré monsieur Untel. Bref, tu dois être hyper spécifique. D'accord? C'est ça qui va montrer que tu es différent. Parce qu'il faut dire ce qui est, la plupart des managers, en général, ils sont moyens. Ils ne sont pas hyper précis. Mais les bons managers, ceux qui sont vraiment forts, ceux qui sont des managers d'élite, les vrais leaders, ils sont vraiment précis quand ils parlent. Ils parlent peu, mais ils parlent bien. Allez, on arrive au 4e conseil. 4e conseil, c'est que au début, peut-être qu'on va te faire des demandes qui sont irréalistes. Par exemple, moi, quand je suis arrivé au Bénin, sur l'ouverture du Sofitel Cotonou Hotel & Marina, Hotel & Spa, on m'a dit, ouais, Mehdi, je crois que je suis arrivé en avril, on m'a dit, Mehdi, il faudra ouvrir, on veut ouvrir en juillet. L'hôtel, il était même pas fini. Il n'y avait aucune licence. Il n'y avait aucun raccordement. Il y avait plein de problèmes de maintenance encore à finir. Donc je savais que c'était pas possible. Et je l'ai vu au bout d'une semaine. J'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant plusieurs années et je l'ai vu rapidement. Est-ce que je devais dire à mon boss, oui, d'accord, ou est-ce que je devais lui dire, non, c'est pas possible?
bah, je devais lui dire: «C'est pas possible». Mais il faut lui dire: «C'est pas possible», mais il faut le faire de manière assertive, sans t'énerver, sans être agressif et surtout en ayant des éléments, des arguments précis. Il faut vraiment argumenter et ça demande encore une fois beaucoup de préparation. Si tu dis oui à tout, bah, tu montres en gros que tu es incompétent. Parce que quand on va pas ouvrir, on va te dire: «Mais pourquoi tu nous as dit oui?» Tu vas dire quoi? «Oui, mais c'est parce que tu m'as demandé de dire oui». Mais ça veut dire que tu aucun charisme, ça veut dire. Ça veut dire que tu es un paillasson. Donc c'est important de dire non quand tu sais que c'est pas possible, mais voilà comment tu dois t'y prendre. C'est non, tu donnes une raison factuelle avec des chiffres et des éléments. 2, tu vas donner une alternative. Voilà, c'est non, mais voilà ce que je propose. Et tu vas donner un délai précis. OK? Donc, je te donne un exemple. Non, je ne peux pas livrer un reporting complet pour demain. Les données n'ont pas été validées. Par contre, je peux vous donner une synthèse demain avec le rapport complet qui est demandé, mais ça sera seulement lundi. Je te donne un exemple. Et du coup, bah, contrairement à ce que toi tu penses, surtout si tu débutes un petit peu dans le management ou dans la direction, bon, on ne va pas te considérer comme un quelqu'un qui ne veut pas bosser. Tu vas gagner en respect parce qu'on va comprendre que tu sais de quoi tu parles. Et en même temps, tu vas protéger ton temps et ta crédibilité parce que toi, tu dois, en général, quand tu es manager, bah, tu as plusieurs priorités. Tu dois jongler avec les priorités. Donc, tu ne peux pas commencer par ça alors que tu n'as même pas fini ça. D'accord? Donc, il faut bien l'expliquer, il faut bien montrer que tu es structuré dans ta tête. On arrive au 5e point. Le 5e point, c'est le sang-froid. Alors, l'environnement dans le golf, je l'ai déjà dit, c'est un environnement hyper politisé, hyper concurrentiel et parfois même très hypocrite. Il faut savoir qu'il n'y a pas de CDI là-bas. Donc, toi, à chaque instant, tu joues ton poste. Mais c'est la même chose pour tout le monde. Et du coup, les gens ont peur. Il y a par contre certaines personnes qui sont dans des situations où vraiment, si elles retournent dans leur pays, ça va être compliqué. Le niveau de vie, il est vraiment compliqué. Tu vas au Sri Lanka, tu vas au Bangladesh, tu vas au Soudan, où c'est des pays en guerre. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de pays dans le monde, au Liban, où c'est des situations très complexes, très compliquées et très dures. Et imagine la Syrie, le pays il est ravagé. Le mec, sa femme, ses enfants, il va revenir en Syrie. Donc, il va revenir au Soudan ou dans un pays où il y a la guerre. Tu dois comprendre, ou en Ukraine. Tu dois comprendre, tu dois avoir en tête ces éléments-là. Et c'est ce qui peut expliquer pourquoi parfois dans les pays du Golfe, voilà, les relations elles sont très très dures. La concurrence est très très rude. Parce que littéralement, il y a des gens qui sont en train de jouer leur vie d'une certaine manière. C'est pas juste une question c'est une question de salaire évidemment, parce que les mecs ils gagnent le salaire moyen en Ukraine c'est 400 € par mois. Soudan, je sais pas combien c'est, mais voilà, évidemment, même pour des ingénieurs, ils gagnent très peu. Mais donc oui, il y a le salaire, c'est important. Mais il faut que tu comprennes qu'il y a d'autres éléments. Il y a d'autres éléments, notamment des éléments de situation géopolitique que toi tu dois comprendre. Je te dis pas, ce que je veux te dire, c'est qu'il faut excuser ce comportement-là. Comment toi tu serais à leur place? T'en sais rien. Parce que toi, tu as vécu dans un pays qui a toujours été en paix, en France, un pays où il y a quand tu t'es licencié, bah, il y a un chômage, il y a possibilité de faire des formations à vie. Enfin, tu vois ce que je veux dire avec un management qui est horizontal, les gens qui sont plutôt bienveillants en général. Donc là, tu rentres dans un environnement où le monde est, tu comprends, c'est quoi le monde réel? Le monde réel, c'est pas la France. Le monde réel, c'est l'Afrique, c'est l'Asie. D'accord? C'est le Moyen-Orient, c'est des situations qui sont compliquées. Et ça, il faut le comprendre. Bon, maintenant qu'on a dit ça, est-ce que ça veut dire qu'on doit tout excuser? Non, on ne doit pas tout excuser. On doit être ferme aussi, mais en étant stratégique, en comprenant que eux, ils n'hésiteront pas de poignarder dans le dos si ça peut sauver leur place. D'accord? Parce que eux, encore une fois, ils jouent de gros enjeux, beaucoup plus que toi. Donc, quand tu parles, ne parle pas, ne fais pas de réaction à chaud, sois neutre dans les conflits. Au début, tu es là pour observer. Va pas dans un camp, on va t'inviter peut-être dans un groupe, sans le savoir, tu rentres dans un camp. Ou va pas dans un autre. Tu sais pas à qui tu as affaire au début. Et ça va te prendre un certain nombre de semaines, voire de mois pour bien comprendre. Je te dirais, à la fin de la première année, tu vas vraiment, normalement, si t'es pas trop bête, tu vas bien tout comprendre. Mais au début, c'est assez compliqué. Donc, sois vraiment neutre au départ. Tu rentres dans aucun conflit. Tu fais aucune politique. Par contre, toi, tu parles chiffres, tu parles résultats et tu apportes des solutions concrètes. C'est pour ça qu'on t'a recruté, pas pour faire de la politique. D'accord? Et c'est ce qui va te rendre imprévisible. Et c'est ce qui va faire que les gens vont avoir peur de toi. Et d'une certaine manière, il faut qu'ils aient un peu peur de toi. C'est ce qui va faire que les gens vont se méfier de toi. Et c'est ce qui va faire que les gens vont te respecter et vont éviter de te marcher dessus. D'accord? On arrive au 6e point. La question du réseau. T'es pas là, je l'ai dit au début, t'es pas là pour te faire un concours de popularité. Par contre, tu as besoin d'alliés.
Et parmi les alliés que tu dois rechercher notamment, bah, c'est par exemple si tu es en Arabie Saoudite. Alors c'est moins le cas au Qatar ou aux Émirats parce que les mecs ne travaillent pas dans les entreprises en général, si ce n'est dans des postes de politique. Mais tu vas avoir besoin des Saoudiens. Les Saoudiens, c'est super important. Tu vas avoir besoin des Saoudiens parce que le Saoudien déjà c'est lui qui est le DRH. Donc souvent c'est lui qui gère ton contrat, c'est lui qui va t'aider pour ton logement, c'est peut-être lui qui va t'aider pour ta première voiture. C'est lui qui va peut-être te faire une avance d'argent si tu as besoin de payer, parce que quand tu es en Arabie Saoudite ou au Qatar ou aux Émirats, des fois tu dois avancer un loyer, une année de loyer. À moins que toi tu aies l'argent pour avancer ça en attendant que tu reçoives ton indemnité logement. Moi, c'est pas mon cas, donc tu as besoin de faire un petit peu de politique. Donc eux, il faut que tu les mettes bien. Eux, il faut que tu les mettes bien, il faut que tu déjeunes avec eux, il faut que tu les invites prendre un café. Tu vois, fais en sorte que tu les mettes bien. Il y a aussi les Saoudiens, c'est super intéressant parce que en général, c'est des gens qui ont un a priori qui est positif vis-à-vis des Français. Simplement, leur problème à eux, c'est que quand tu t'appelles Mehdi, par exemple, ou Ahmed, ou je ne sais quoi, eux te considèrent pas vraiment comme un Français, ils te considèrent comme un Algérien, ou un Marocain, ou un Tunisien. D'accord? Donc, ils font pas vraiment la différence. Ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voyager à l'étranger. Ils n'ont pas voyagé forcément en France. Et eux, ils confondent tout. D'accord? Donc, il va falloir un petit peu de temps pour eux pour comprendre que oui, tu t'appelles Mehdi, oui, tu as un nom peut-être algérien ou marocain, mais tu n'es pas algérien ou marocain, tu es bel et bien français. Et tu parles pas forcément arabe. Moi, je parlais pas arabe. Les mecs qui me parlaient en arabe, et l'autre personne qui doit t'aider, c'est le responsable des finances. Et lui aussi, il faut que tu le mettes bien, sachant que parfois c'est un Égyptien. Donc les Égyptiens, ils sont rudes, ils sont ultra politiques, ils peuvent jouer double jeu, donc avec eux, il faut faire attention. Mais de toute manière, toi, à partir d'un certain niveau, encore une fois, tu dois être politique. Et ce qui est sûr, c'est que tu as besoin du directeur financier parce que c'est lui qui va valider au final valider les besoins en termes de budget ou même c'est lui qui va finalement signer le chèque pour ton indemnité logement. Donc c'est quelqu'un d'important sur lequel tu dois t'appuyer. Et puis tout ce qui est IT, procurement, c'est des gens que tu dois visiter, c'est des gens avec qui tu dois manger, parce que déjà, il va t'aider pour ton ordinateur, il va t'aider quand tu as des problèmes techniques. Et puis, pour les achats, logistique, bah, tu as besoin d'avoir de très bonnes relations pour être sûr que les choses elles vont bien et de bien connaître le métier. En plus, ces gens-là, ils sont dans l'arrière-boutique et ils connaissent très bien le fonctionnement intérieur, donc c'est des gens qui sont des gens clés. Voilà, les Saoudiens, encore une fois, je le répète, ils sont importants. Il faut vraiment t'en faire des alliés, tout encore une fois, en gardant tes distances. Tu gardes tes distances, mais tu vas essayer, disons, d'aller vers eux et de les mettre bien et d'essayer de mieux les connaître, parce que eux, ben, ils peuvent te débloquer des situations. Tu as besoin d'un logement, peut-être que lui, il a un cousin qui a un appartement. Ils sont chez eux au final. Ils sont chez eux et donc tu as besoin d'eux pour pouvoir avancer. Tu veux acheter ta première voiture, tu risques de te faire rouler. Tu as besoin peut-être d'un Saoudien qui va te dire, bah ouais, lui, je connais mon frère, il vend une voiture. Bref, ils connaissent bien le pays, ils connaissent l'administration, ils peuvent te débloquer beaucoup de situations. Voilà, donc un minimum de personnes, tu n'as pas besoin d'être ami avec tout le monde, un minimum de personnes, mais des personnes clés avec lesquelles tu vas commencer à construire les relations, en commençant, comme je te l'ai dit, par ton boss. Ce qui m'amène à parler des différences culturelles, mais je vais faire une série de vidéos sur les différences culturelles. Je vais faire une mini-série, entre guillemets, pour parler de la manière de travailler avec les Égyptiens, la manière de bosser avec les Maghrébins, la manière de bosser avec les Soudanais, avec les Indiens, avec les gens du Bangladesh, avec les Pakistanais, avec les Philippins. D'accord, tout ce qui peut t'aider à bien comprendre ton environnement, parce que le management culturel, quand tu bosses à l'étranger, notamment dans les pays du Golfe, c'est-à-dire c'est les pays où il y a vraiment beaucoup de nationalités, ça nécessite une certaine compétence. Toutes ces vidéos, c'est des vidéos bonus qui sont dans ma formation Golf Expats, et j'en mettrai donc certaines sur la chaîne YouTube. Ça vous permettra d'avoir une idée de la qualité des informations que vous allez trouver dans la formation. Voilà. Je vais finir par annoncer un élément important. En ce moment, je suis en train de proposer gratuitement une mini-formation qui va t'aider à déterminer si tu as vraiment le bon profil pour t'expatrier dans le golf. Alors, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui veulent un accompagnement pour travailler dans le golf. La réalité, c'est que si je veux être honnête, je ne peux pas prendre tout le monde et je ne dois pas prendre tout le monde. Il y a des personnes, en fait,
qui auront beaucoup de difficultés à trouver du travail parce qu'elles n'ont pas le profil adéquat. Donc, je te propose une mini formation, un test qui est totalement gratuit et qui va te permettre d'évaluer ton profil en lui donnant un score pour mesurer, entre guillemets, ton taux d'employabilité internationale avec tes points forts et tes points faibles. Donc, si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien ci-dessous et puis on se revoit tout de suite pour cette mini formation. Ciao!